Ce cours de biologie moléculaire est destiné aux étudiants de SVI S5. Alors, ce cours est composé de deux parties. La première partie concerne le dogme de la biologie moléculaire et certaines notions concernant les mutations. Et la deuxième partie concernant la régulation de l'expression génétique et des notions sur les enzymes qui agissent sur l'ADN, qui sera dispensée par le professeur El-Hisseni. Alors, donc, cette première partie qui concerne le dogme de la biologie moléculaire, va concerner dans une première partie la réplication de l'ADN, la transcription, et la traduction. Alors avant de traiter ce chapitre concernant le dogme de la biologie moléculaire, on est obligé de faire certains rappels, d'ailleurs qui ont été normalement faits dans le cadre du module de microbiologie de S3. Il n'est nécessaire pas de passer par ces rappels, et qui concernent la nature et la structure du matériel génétique. En fait, comme on le sait, chaque cellule vivante ou chaque organisme vivant possède un certain nombre de phénotypes qu'on appelle aussi caractères, et l'information nécessaire à l'expression de ces caractères se trouve au niveau du matériel génétique. Alors il y a longtemps se posait la question: quelle est la nature de ce matériel génétique? Quelle est la nature de ce composant sur lequel est inscrite l'information génétique? Alors les premiers travaux essayant de répondre à cette question ont été faits par Griffith. D'ailleurs, son expérience, elle est connue sous le nom de l'expérience de Griffith. Elle a été faite en 1968. Alors c'est la première expérience qui a été faite pour essayer de déterminer la nature des composants cellulaires qui contiennent l'information génétique. Quand on dit l'information génétique, ça veut dire l'information nécessaire à l'expression de tous les phénotypes d'une cellule vivante ou d'un organisme. Alors Griffith travaillait sur des bactéries qu'on appelle les pneumocoques. Alors les pneumocoques, spécialement l'espèce Pneumococcus pneumoniae, c'est une bactérie qui cause la pneumonie chez les mammifères. Donc c'est une maladie mortelle. Sauf que Griffith disposait de deux souches. Il y avait la souche 3S et la souche 2R. Alors, la souche 3S, elle est virulente. Ça veut dire que c'est une bactérie qui provoque la mort de l'individu. Bien sûr, Griffith travaillait sur la souris. Donc, c'est une souche, comme j'ai dit, elle est virulente. Alors, S, ça vient de smooth, ça veut dire qu'elle possédait, ou là, elle possède des colonies rugueuses. Pourquoi? Parce qu'elle a à sa surface une coque, et cette coque lui permet de résister aux anticorps produits par l'organisme. Alors, la bactérie R, c'est une bactérie qui est avirulente ou non virulente. Alors, pourquoi elle est non virulente? Parce qu'elle ne possède pas de coque ou de capsule, et donc elle est vulnérable aux anticorps produits par le corps. Alors, deux
Et 3, c'est relatif aux déterminants antigéniques qui se trouvent à la surface de la bactérie. Alors, l'expérience de Griffith, elle est résumée sur cette diapositive. Donc, dans un premier temps, bien sûr, il a remarqué, Griffith, que lorsqu'il injecte la bactérie 3S à la souris, alors ça provoque la mort de la souris. En plus, il trouve dans le plasma de l'animal des bactéries 3S vivantes. Par contre, lorsqu'il injecte la bactérie 2R, ceci ne provoque pas la mort de la bactérie. Il n'y a pas aucune espèce, ni 3R, ni 3S, ni 2R dans le plasma de la souris. Alors, lorsqu'il a pris des bactéries 3S, qu'il a tuées par la chaleur, il les a injectées à la souris, ceci n'a pas provoqué la mort de la souris et il n'y a rien dans le plasma de cet animal. Alors, ce qui est important, c'est lorsqu'il mélange des bactéries 3S tuées par la chaleur avec des bactéries 2R vivantes, il fait l'infection. Dans ce cas-là, il y a mort de la souris et en plus, il trouve dans le plasma de l'animal des bactéries 3S vivantes. Alors, juste l'expérience de Griffith s'arrête là. Ça concerne une autre expérience qu'on va voir par la suite. Alors, il y a une étape qui n'est pas représentée ici, c'est que, en plus de ces étapes, il a pris un extrait des bactéries 3S qu'il a mélangé avec des bactéries 2R vivantes. Il a fait l'infection de la souris, il a trouvé que ça provoque la mort de la souris. Et par la suite, il trouve dans le plasma de l'animal des bactéries 3S vivantes. Donc, la question qui se pose, c'est d'où viennent ces bactéries 3S vivantes, sachant qu'on est parti soit de bactéries 3S tuées, soit tout simplement d'un extrait de bactéries 3S. Alors, donc l'hypothèse, la seule hypothèse possible, c'est que ces bactéries 3S vivantes, en réalité, proviennent des bactéries 2R vivantes ici, qui ont été transformées en bactéries 3S vivantes. Alors pourquoi elles ont été transformées? Parce qu'elles ont reçu du matériel génétique provenant de ces bactéries 3S tuées. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont appelé, c'est la première fois que ça a été mis en évidence, c'est ce qu'on appelle, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle la transformation. Ce composant cellulaire qui est passé des bactéries 3S tuées ou de leur extrait vers les bactéries 2R vivantes et il les a transformées en bactéries 3S vivantes, ils l'ont appelé le principe transformant. C'est en réalité le matériel génétique, c'est-à-dire le composant cellulaire qui contient l'information nécessaire à l'expression des phénotypes. Alors pour mieux dire ça, tout simplement, les bactéries 2R vivantes n'étaient pas virulentes, ils ne possédaient pas de capsule, mais après avoir reçu de l'ADN provenant des bactéries 3S, ce matériel génétique s'est exprimé, il a conféré aux bactéries 2R de nouveaux phénotypes en les rendant virulentes.
Donc, si on regarde bien, l'expérience de Griffith n'a pas mis en évidence la nature du matériel génétique. Tout simplement, elle a montré que ce matériel génétique peut passer d'une bactérie vers une autre et conférer à cette dernière un nouveau ou des nouveaux phénotypes. C'est ce qu'on appelle tout simplement la transformation. C'est un des mécanismes de transfert de l'ADN. Alors, après Griffith, en fait, c'est Avery et ses collaborateurs qui ont mis en évidence la nature chimique du matériel génétique. Alors, ceci en réalisant l'expérience de Griffith, mais dans 3 conditions différentes. Alors, d'une part, ils ont refait la dernière étape de l'expérience de Griffith, c'est-à-dire le mélange d'un extrait de 3S avec des bactéries de Z vivantes. Dans un premier temps, ils ont fait cette expérience en présence d'une protéase. Dans un deuxième temps, en présence d'une arénase. Et finalement, la même expérience, mais en présence d'une adénase. C'est-à-dire, tout simplement, ils ont procédé par élimination. Dans un premier temps, ils éliminent les protéines. Dans un deuxième temps, les ARN. Et finalement, ils éliminent l'ADN. Ils ont remarqué que lorsqu'ils éliminent les protéines ou l'ARN, il y a toujours le phénomène de la transformation. C'est-à-dire, dans ces deux cas, l'expérience provoque la mort des souris et l'apparition de bactéries 3S vivantes. Par contre, lorsqu'elle élimine l'ADN par une adénase, il n'y a pas de mort de la souris, il n'y a pas apparition de bactéries 3S. Ça veut dire tout simplement que c'est l'ADN qui contient l'information génétique nécessaire à la transformation des bactéries de R en bactéries 3S. Alors tout ça, ça concerne les prokaryotes. Donc d'autres expériences ont démontré que chez tous les prokaryotes, le matériel génétique ou le support de l'information génétique est constitué d'ADN ou d'acides désoxyribonucléiques. Alors concernant les bactériophages, une expérience qui a été faite sur le bactériophage T2. Alors, comme tout le monde le sait, un bactériophage, c'est tout simplement un fragment d'ADN ou d'ARN, qui est le matériel génétique, maintenant on le sait, enveloppé d'une coque protéique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait chez cette chaise? Ils ont infecté une bactérie qui est Escherichia coli, puisque le bactériophage T2, c'est un bactériophage d'Escherichia coli. Mais l'infection, elle a été faite dans un milieu de culture qui contient le S35 et le P32. Donc ce sont des isotopes radioactifs respectivement du soufre et du phosphore. Alors sachant que dans l'ADN, on rencontre du phosphore, mais jamais de soufre. C'est l'inverse pour les protéines. Dans les protéines, on rencontre le soufre, et jamais de phosphore. Ça veut dire que cette infection dans un milieu radioactif, contenant le soufre et le phosphore, va nous donner des particules phagiques avec le matériel génétique. Alors les protéines sont marquées au S35 partout,
toute la coque protéique, la queue et les pieds, c'est du S35. Par contre, l'ADN, il est marqué au P32. D'accord? Alors, ils ont pris cette particule phagique radioactive qu'elles ont utilisée pour faire une autre infection d'une bactérie et dans un milieu qui ne contient pas de radioactivité. Donc, c'est cette étape. Donc, après infection d'Escherichia coli par des particules phagiques radioactives, tout simplement, ils ont fait une centrifugation pour faire descendre, bien sûr, les bactéries en bas. Et donc, ils ont obtenu un surnageant. Ici, le culot. Ici, le surnageant. Alors, ils ont remarqué que le culot contient le P32 et le surnageant contient le S35. Ça veut dire tout simplement que c'est le matériel ADN qui a été introduit dans les bactéries pour permettre la multiplication du bactériophage, alors que les protéines sont restées à l'extérieur des bactéries. Donc, pour que le bactériophage puisse se multiplier, il doit injecter l'ADN et non pas les protéines. Et par conséquent, chez ce bactériophage, le matériel ou l'information génétique, il se trouve sur l'ADN et non pas sur les protéines. Alors, on ne va pas trop tarder sur... il y a beaucoup d'expériences qui ont travaillé là-dessus, chez les eucaryotes aussi. Donc, le résultat final, c'est que chez tous les êtres vivants, le matériel génétique est constitué d'acides désoxyribonucléiques, à l'exception des rétrovirus. Si on peut appeler les virus des êtres vivants, parce que ce ne sont pas des véritables êtres vivants, vu qu'ils sont tout seuls incapables de se multiplier. Mais bon, les rétrovirus ne possèdent pas l'ADN comme matériel génétique, mais plutôt de l'ARN. Alors maintenant, si on veut s'approcher plus de l'ADN ou de l'ARN qui sont le matériel génétique, donc comme leur nom l'indique, ce sont des acides nucléiques. Alors il y a soit l'acide désoxyribonucléique, soit l'acide ribonucléique. Donc la différence c'est premièrement au niveau du sucre. Donc dans l'ADN il est désoxy parce qu'en position 2' du sucre, il n'y a pas d'oxygène. Donc je vais essayer de schématiser le pentose ici. Alors 2', 3'. La différence c'est que dans l'ADN il y a ici un H, dans l'ARN il y a un OH. Alors bien sûr ici les deux possèdent un OH. Ce OH il est important, on va voir son importance quand on parle de la réplication et de la transcription. Alors parlons de l'ADN. Alors généralement l'ADN il se présente sous forme d'une molécule double brin. Alors avant de parler du double brin, si on veut définir ce que c'est qu'un acide nucléique, un acide nucléique c'est un enchaînement d'unités moléculaires appelées nucléotides. Alors un nucléotide c'est une molécule constituée d'un sucre
à 5 carbones, qui est le ribose, d'une base azotée et d'un groupement phosphate. Quand on dit un groupement phosphate, il peut y avoir une seule molécule, 2 ou 3. Donc on parle de nucléosides mono, bi ou triphosphate. Alors cette molécule d'ADN, comme je l'ai dit, elle est toujours sous forme double brin. Donc ça veut dire que dans la quasi-totalité des cas, on trouve qu'en face de chaque brin, il y a un autre brin qui lui est complémentaire. Alors la complémentarité, c'est toujours entre la base azotée, adénine et thymine d'une part, et entre la base azotée, guanine et cytosine d'autre part. Donc, ce qui est important, c'est que le squelette d'un brin d'ADN, c'est-à-dire d'une chaîne de nucléotides, est constitué de l'alternance sucre-phosphate, sucre-phosphate, sucre-phosphate. Par liaison, sont liés par liaison phosphodiester. Donc il faut noter qu'il n'y a pas de liaison covalente entre les bases adjacentes. Hein? Il n'y a pas le squelette, c'est l'alternance sucre-phosphate. La même chose pour l'autre brin. Et en face de chaque base, il y a ça complémentaire. Donc on dit que les deux brins sont complémentaires, ils sont bien sûr antiparallèles. L'antiparallèle, ça veut dire que l'extrémité 5' d'un brin est en face de l'extrémité 3' de l'autre brin. Alors toujours, ce sont des rappels entre les bases azotées, adénine et thymine. Il est toujours dans la double hélice, ils sont liés par liaison hydrogène. Il y en a 2 entre l'adénine et la thymine et 3 entre la guanine et la cytosine. C'est pourquoi que la stabilité d'un double brin d'ADN, elle est estimée par le pourcentage de paires de bases GC. Hein, plus il y a de paires de bases GC, plus la molécule double brin est stable. Alors, comme base pyrimidique, on trouve au niveau de l'ADN soit la cytosine, soit l'adénine, et comme base la thymine. Comme base purique, on trouve soit l'adénine, soit la guanine. Alors, la différence avec l'ARN, c'est que au niveau de l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Alors, si on s'approche plus du double brin d'ADN, c'est-à-dire la molécule d'ADN double brin, alors dans l'espace, elle est constituée de manière à ce que chaque brin est enroulé autour de l'autre. Donc ce n'est pas comme une échelle ici, mais c'est pourquoi on l'appelle une double hélice, parce que chaque brin forme une hélice et donc il est enroulé autour de l'autre. Il y a des petits détails sur la double hélice, on ne va pas entrer dans ces détails parce qu'il y en a plusieurs types de double hélice d'ADN. Alors, il y a différents paramètres qui changent d'une hélice, notamment l'hélice A, l'hélice B et l'hélice Z. Alors, on a A, B ou Z essentiellement en fonction du milieu dans lequel se trouve la double hélice. Alors, chaque hélice, comme vous le voyez ici, elle possède ce qu'on appelle un grand sillon et un petit sillon. Donc, le grand sillon, c'est la distance qui sépare d'un brin de l'autre. Ici, la distance est plus grande que là. Mais la caractéristique principale d'une double hélice, c'est ce qu'on appelle le nombre de paires de bases par tour d'hélice. Alors, ça veut dire que combien de paires de bases on traverse lorsqu'on fait un tour d'hélice. Et bien sûr, le double hélice A et B, chaque brin est enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour l'hélice Z, l'enroulement il est fait
dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Alors ici, vous avez une représentation dans l'espace de la manière dans laquelle se présente la double hélice. Alors c'est tout ce que j'ai à dire à propos de la structure et de la nature chimique des matériels génétiques. Alors on va essayer de voir maintenant comment est-ce que cette molécule de matériel génétique ou d'ADN se présente dans la cellule. Alors c'est différent chez les prokaryotes que chez les eucaryotes. Alors parlons donc dans un premier temps de l'ADN des prokaryotes. Je rappelle ici qu'on va, dans le cadre de ce cours, on insiste plus sur les prokaryotes que sur les eucaryotes. Alors chez les bactéries, généralement, on trouve que l'ADN est de deux types. Le matériel génétique, il y a l'ADN, ce qu'on appelle l'ADN génomique, et l'ADN extra-chromosomique ou extra-génomique, c'est la même chose. Alors, concernant l'ADN génomique, c'est une molécule, chez tous les prokaryotes, c'est systématique, c'est une molécule d'ADN circulaire double bras. C'est très important. C'est une molécule d'ADN circulaire double bras. Alors, quand on dit qu'elle est circulaire, ça veut dire que les deux brins sont circulaires. Il n'y a rupture à aucun niveau. Donc, on peut la représenter comme ça, si on veut. Avec des liaisons hydrogène, bien sûr. Alors, ici, je le représentais comme une échelle, mais c'est une double hélice. Sauf que cette molécule comme ça ne peut pas être située à l'intérieur de la bactérie parce qu'elle a une très grande taille. Chez Escherichia coli, par exemple, elle a une taille d'environ 4,2 10 à la puissance 6 paires de bases. Donc, pour pouvoir se loger dans la cellule, elle est obligée de subir un certain nombre de condensation, de degrés de condensation. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez ici soit l'ADN génomique d'une bactérie en phase de croissance. Ici, vous avez comment il se présente l'ADN génomique de la bactérie en phase stationnaire, c'est-à-dire quand la croissance bactérienne s'arrête. Alors, ce qu'on voit ici, c'est en réalité une molécule d'ADN circulaire double bras, mais elle est organisée comme ça, de cette manière. Alors, je vais essayer sur le tableau de représenter un petit peu plus de détails. En fait, on peut la représenter comme ça, de façon plus simple. Alors, ici, c'est de l'ADN, bien sûr. Et là, à ce niveau-là, il y a des petits fragments d'ARN qui lient ces petits bouts. Alors, quand on fait un agrandissement de cette partie, par exemple, on va trouver une structure en ressort. Si on prend cette partie, on l'agrandit, on va trouver la double hélice d'ADN. Donc, cette molécule, elle est condensée ici. Un premier degré de condensation et un deuxième degré de condensation. Alors, l'ADN génomique, normalement, il contient tous les gènes nécessaires à une multiplication normale de la bactérie. Ça veut dire qu'il contient tous les gènes essentiels à la croissance bactérienne. Alors, à côté de l'ADN génomique, chez les prokaryotes, on rencontre ou on peut rencontrer
ce qu'on appelle l'ADN génomique extra-chromosomique ou extra-génomique. Cet ADN extra-génomique est généralement se présente généralement sous forme de petites molécules d'ADN circulaire double brin qu'on appelle des plasmides. Alors les plasmides ne se trouvent pas chez toutes les bactéries, c'est-à-dire que ce ne sont pas du matériel génétique qui est indispensable à la croissance et à la multiplication bactérienne. Donc on peut le rencontrer comme on peut ne pas le rencontrer. Généralement, ces petites molécules d'ADN circulaires double brin, qui sont représentées ici, généralement ça code pour la résistance aux antibiotiques. Bien sûr, il y a des plasmides qui peuvent coder pour d'autres phénotypes ou d'autres fonctions métaboliques, mais généralement c'est la résistance aux antibiotiques. Alors, certains plasmides, donc ces petites molécules d'ADN toujours circulaires double brin, peuvent ne servir à rien, c'est-à-dire certains plasmides ne codent pour aucun phénotype. Ils codent uniquement pour ce qui est nécessaire à leur réplication. Et on les appelle des plasmides cryptiques. Donc un plasmide cryptique, c'est un plasmide qui ne code pour aucun phénotype. Il code seulement, comme j'ai dit, pour les protéines nécessaires à sa propre réplication. Alors, de la même manière que l'ADN génomique, le plasmide aussi peut se présenter sous différentes formes. Alors, en regardant les travaux pratiques de biologie moléculaire, où il y a extraction de l'ADN plasmidique de la bactérie et on visualise ce plasmide sur gel d'agarose, on remarque qu'il peut se présenter sous trois formes différentes. Alors la première forme plasmidique qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle la forme circulaire surenroulée. Forme surenroulée. Alors ça veut dire quoi surenroulé? Tout à l'heure en parlant de la double hélice d'ADN, j'ai dit que chaque double hélice est caractérisée par le nombre de paires de bases par tour d'hélice. Par exemple, si je prends la double hélice A, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans cette double hélice, chaque fois qu'un brin fait un tour d'hélice, il traverse 11 paires de bases. Donc c'est un enroulement normal. Mais cette double hélice est peut-être surenroulée. Ça veut dire quoi surenroulée? Ça veut dire qu'il y a plus de paires de bases par tour d'hélice que la normale. Donc c'est comme un ressort si on l'enroule plus que le nécessaire. Alors ce qui arrive dans cette double hélice, c'est que pour que les deux brins soient circulaires, il faut qu'il y ait un surenroulement. Et le surenroulement crée une tension au niveau de la double hélice. Pour diminuer cette tension, parce que cette tension, elle provoque souvent des cassures de l'un ou des deux brins. Pour éviter cette tension, la double hélice est obligée de s'enrouler autour d'elle-même. C'est ce qui se passe ici. Et donc, ça donne ce qu'on appelle la forme circulaire surenroulée. Alors, j'insiste là-dessus, c'est important. C'est cette forme plasmidique circulaire surenroulée qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est cette forme qui est capable d'une part de se répliquer et d'autre part d'exprimer les gènes qu'elle contient. Alors la forme, vous avez ici l'autre forme qui est circulaire relâchée. Circulaire relâchée.
Alors cette forme circulaire relâchée, regardez ici, la double hélice n'est pas enroulée autour d'elle-même, comme la forme circulaire sur-enroulée. Pourquoi ici elle est relâchée? Parce que les deux brins ne sont pas circulaires. Vous avez ici, si un des deux brins, là il est en rouge, l'autre en bleu, si l'un des deux brins est cassé quelque part, il revient à sa place, il n'y a plus de tension, et donc la double hélice n'a plus besoin de s'enrouler autour d'elle-même, donc elle devient relâchée. Et cette forme relâchée, puisqu'il y a un brin qui est coupé, elle est incapable de se répliquer, parce que ça se réplique soit par le mécanisme θ, soit par le mécanisme sigma, et les deux mécanismes nécessitent que les deux brins soient circulaires. Donc si un des deux brins n'est pas circulaire, la réplication ne peut pas avoir lieu. Et donc c'est cette forme uniquement qui est fonctionnelle, c'est-à-dire la forme circulaire sur-enroulée. Alors lorsque les deux brins d'ADN sont cassés accidentellement au niveau d'un même endroit, c'est-à-dire la liaison phosphodiester est rompue au niveau d'un même endroit, le plasmide il devient linéaire, et donc ça donne ce qu'on appelle la forme linéaire. Donc on va voir tout ça durant les travaux pratiques de biologie moléculaire. Donc, je répète ici, parmi les trois formes, c'est seule la forme circulaire sur-enroulée qui est fonctionnelle pour un plasmide. Alors il me reste à parler un tout petit peu de l'ADN génomique des eucaryotes. Alors c'est aussi de l'ADN, bien sûr, c'est une molécule d'ADN double brin, de très grande taille, beaucoup plus que chez les prokaryotes. Alors chez les amphibiens, par exemple, ça arrive jusqu'à 10 à la puissance 11 paires de bases, chez les amphibiens. Alors bien sûr, cette molécule doit subir un certain nombre de condensations pour pouvoir, d'une part, se loger dans le noyau, et d'autre part, pour pouvoir former la structure qu'on appelle le chromosome. Donc vous voyez ici la double hélice d'ADN. Le premier degré de condensation, c'est l'organisation structure appelée nucléosome. Donc un nucléosome, vous le voyez ici, c'est un ensemble de protéines qu'on appelle des histones. Il y en a 8. Et autour de ce noyau du nucléosome, la double hélice est enroulée. Donc ça c'est un détail que les étudiants ont dû voir aussi durant le cours de biologie cellulaire en S1. Ouais, donc il y a formation d'une succession de nucléosomes. Le noyau du nucléosome est composé de 8 protéines qu'on appelle des histones, ce sont des protéines basiques. Et la structure du nucléosome, elle est stabilisée par la protéine H1. Ici, il y a les protéines H2A, H2B, H3 et H4. 2 copies de chaque protéine, ça fait 8. Et la protéine H1, son rôle est de stabiliser la structure du nucléosome. Donc ça, c'est le premier degré de condensation. Ça subit le deuxième degré de condensation, le troisième, le quatrième, jusqu'à obtenir le chromosome métaphasique. Alors, ce qui me reste à noter ici, c'est que chez les eucaryotes, l'ADN génomique n'est pas circulaire comme chez les prokaryotes, mais c'est une molécule d'ADN linéaire. Donc ça, c'était un rappel nécessaire pour pouvoir poursuivre ce cours. Et merci.